Hi guys, c'est parti pour la review du premier épisode de la saison 9. Mon dieu que je l'attendais, mon dieu que j'étais hypée. Alors est-ce que cet épisode m'a plu? La réponse tout de suite. On arrive à un arc qui est très important dans le comics puisqu'on va bientôt arriver vers les chuchoteurs. Alors dans ce premier épisode, il n'en est pour l'instant pas question. On est vraiment au New Beginning, d'ailleurs c'est le nom de l'épisode. Vraiment ce sont les prémices de cette nouvelle façon de concevoir justement la civilisation. La première fois depuis longtemps que Rick et les autres se sentent un petit peu en paix, un espèce de petit moment de répit où les choses se passent bien, où justement ils ont pu développer leur communauté. En tout cas moi c'est un épisode qui m'a beaucoup plu. Alors je m'attendais pas à quelque chose d'explosif ou quoi dès ce premier épisode, peut-être que d'autres attendaient peut-être un opening de saison qui soit un peu plus spectaculaire. Pour mon cas, moi je m'attendais pas à ce genre de choses, je m'attendais justement à poser les bases de cette saison, à savoir justement quelles vont être les intrigues, quels vont être les enjeux de cette saison, et cet épisode a vraiment répondu à ça. Alors évidemment ça présente pas les chuchoteurs, mais pour moi ça viendra quand même un peu plus après, je pense. À mon avis, d'ici la fin de la première partie de saison, voire deuxième partie de saison, pour l'instant on va plus se concentrer sur les tensions entre les personnages, et malgré le fait que je m'attendais à ce que ce soit un épisode assez calme et qui pose des bases et tout, ça n'a quand même pas été de tout repos, parce qu'on a quand même eu 2 morts dès le premier épisode, et une mort qui est quand même super importante. Alors dans cet épisode on va voir l'évolution des communautés, comment elles ont justement réussi à faire des cultures et tout ça, à trouver des façons justement de pouvoir se prévenir des rôdeurs. On voit par exemple qu'ils ont des équipements qui sont de plus en plus sophistiqués. Alors comme le disait Angela Kang, la nouvelle showrunneuse, on n'aurait plus des balles à foison, on n'aurait plus de l'essence à foison. D'ailleurs on le sait dès cet épisode, donc ça j'ai bien aimé qu'enfin on soit un petit peu plus cohérent avec la réalité, très clairement. On apprend que effectivement pour pouvoir utiliser des voitures, et bien maintenant ils produisent de l'éthanol, donc c'est le sanctuaire qui est responsable de ça, puisqu'apparemment il n'y a pas grand chose qui pousse sur leur terre. Donc là c'est un petit peu le paradoxe, c'est qu'il y a certaines communautés qui vont évoluer, et le sanctuaire, par sa structure, par le fait que ce soit une usine, forcément les terres à côté et tout, elles sont pas très fructueuses, donc il faut effectivement apporter de l'aide et tout ça. Donc au niveau des voitures, effectivement on a l'éthanol, mais comme c'est pas produit en assez grande quantité, ils sont obligés d'utiliser des chevaux, ce genre de choses. Et pour les balles, finalement ils utilisent la plupart du temps des armes qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Et d'ailleurs on voit donc la nouvelle arme de Rick qui fait beaucoup penser justement, beaucoup en parlait, à l'arme de son frère dans le comics Alien. On voit qu'il y a eu pas mal d'aménagements, ne serait-ce que quand on voit donc Daryl utiliser donc une espèce de bâton avec une pointe à la fin, donc je pense qu'il a dû fabriquer ça lui-même. Et en plus il s'est fabriqué quand même des rangements dans sa moto, donc on voit que tout est utile, tout est fait en sorte que ce soit rapide d'exécution. Visuellement, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit changement, s'il y a plus d'espèces de plans un petit peu kitsch qu'on voyait dans la saison 7 et dans la saison 8 que j'aimais pas du tout, qui faisait un petit peu espèce de série comique des fois, tellement c'en était kitsch, avec ses zooms, des zooms, ce genre de choses. Là on a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant, et ce changement qui va se faire par le changement des personnages, des communautés, de ce nouvel arc, et aussi de ce changement visuel, va aussi se faire par le biais de ce nouveau générique. Alors moi je m'y attendais absolument pas, donc ça a été teasé il y a quelques jours, là, il y a pas très longtemps, mais à aucun moment je m'attendais à ce qu'on fasse un nouveau générique, parce que c'est vrai que c'était un petit peu l'essence de The Walking Dead, c'était un petit peu son identité, c'était un générique qu'on était quand même habitué depuis 8 ans, donc ça faisait bizarre comme ça d'en voir un nouveau, et finalement j'aime bien. Alors visuellement c'est un peu plus artistique, et c'est un petit peu dans la mouvance des génériques qui se font actuellement. Par exemple je vois récemment un générique qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de Westworld. C'est un petit peu dans ce genre de veine, où on va avoir des visuels qui vont signifier certaines choses comme ça, mais avec un espèce d'effet stop motion et tout. Enfin je trouve ça génial, franchement j'ai beaucoup adoré ce générique. Et en plus à la fin on a donc le logo qui est plein de verdure et tout ça, donc pour montrer la renaissance. D'ailleurs à la fin on a un rôdeur qui va vers le moulin à grains, donc voilà, ça signifie quand même pas mal de choses. Ce fameux moulin à grains qui représente à lui-même justement le renouveau des communautés, l'évolution des communautés. Donc tout ça m'a vraiment beaucoup plu. Par ailleurs, malgré les nombreux changements qu'il y a actuellement, ça n'empêche pas qu'il y a encore beaucoup de références aux comics. Ça c'est normal, mais ça on en parlera justement dans la partie comics. Et par rapport justement à l'arrivée d'Angela Kang, donc je disais il y a pas mal de changements, ne serait-ce que visuel, aussi sonore. Je trouve que l'ambiance sonore est beaucoup plus en adéquation avec les moments, avec les scènes qui se passent, justement, que ce soit de la tension, que ce soit de la tristesse, ce genre de choses. Je préfère ces musiques actuellement à celles d'autres saisons par exemple. Et comme elle l'avait annoncé dans les interviews, on sent vraiment l'influence d'Angela Kang sur les personnages féminins qui prennent beaucoup d'ampleur maintenant et qui deviennent beaucoup plus importants. Alors effectivement, on voit qu'à Alexandria tout se passe bien, Rick est dans un bonheur parfait avec Michonne et puis sa petite fille Judith qui a bien grandi maintenant, avec une scène qui est assez tendre, assez mignonne, qui nous fait comprendre très vite qu'il n'y a plus tellement de soucis actuellement au sein des communautés, que les choses vont en bon train, que les choses évoluent et que pour l'instant il n'y a pas d'embûche. Néanmoins, c'est le premier épisode et il faut qu'il se passe quelque chose, et donc le groupe avec tout un tas de personnages principaux, et là j'étais étonnée parce que vraiment on retrouve les personnages principaux de la série tous ensemble qui vont aller à Washington. Bon après il manque quand même Eugène, Rosita, etc. Mais voilà, globalement on a quand même très gros personnages qui vont aller là-bas. Donc ils vont à Washington. Alors Washington, si vous l'avez pas compris, Washington c'est marqué sur les panneaux. Washington, on a un espèce de CGI, là on était sur du CGI de type biche sur 20, vraiment c'était
ça c'est le gros bémol, je pense, de cet épisode, c'était le CGI qui était dégueulasse. On voit le Capitole on dirait, je sais pas, c'est Paint en fait. Vous l'avez fait sur Paint, je sais pas comment vous l'avez fait, c'est pas le Capitole, ça c'est, je sais pas, c'est un tableau fait à la craie, je sais pas, mais en tout cas c'est pas le Capitole, c'est pas possible, ça se fond pas dans le décor. Là j'ai trouvé ça dommage parce qu'en plus c'est pas un plan qui est obligatoire, je veux dire, à partir du moment où vous avez montré les panneaux, bon, on a compris qu'on était à Washington, on n'est pas obligé de montrer le Capitole si vous savez pas le faire plus que ça, voilà. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on se rend compte, tout comme on s'en rend compte dans le comics quand il y a le passage à Pittsburgh, c'est que maintenant les villes ne sont plus aussi dangereuses qu'avant. Donc on se rappelle très bien le premier épisode de la saison 1 où il y avait un tas de rôdeurs et tout, donc avec la scène de Rick dans le tank, etc. etc. Et là, il y a 2-3 rôdeurs par-ci par-là, mais c'est gérable, totalement gérable. Dans le comics même, ils disent il y a quasiment plus de rôdeurs parce qu'au final, tous les rôdeurs sont partis vers les campagnes. Maintenant, c'est des campagnes qui sont plus dangereuses que les villes et au final, ils arrivent à se balader quand même assez tranquillement. Néanmoins, pour les rôdeurs qui n'ont pas réussi à s'extirper des immeubles, forcément ils sont restés coincés. Donc on arrive dans un musée et effectivement il y a des rôdeurs et j'ai beaucoup aimé le décor du musée. Alors je me l'étais déjà fait spoiler parce que j'avais vu des photos de tournage, mais j'ai beaucoup aimé cette séquence au musée. J'aurais même préféré qu'elle dure tout l'épisode. Je sais pas, qu'on trouve une intrigue plus importante qui fasse durer ça tout l'épisode. J'ai adoré le fait qu'il y ait vraiment les rôdeurs sous ces espèces de sol vitré et tout ça. Et on savait déjà, c'est cramé, je veux dire, au bout d'un moment on sait comment ça se passe, on sait très bien qu'il va se passer une péripétie par rapport à ça, que quelque part le verre ça va se briser, parce que ce que j'ai bien aimé, c'est que justement on voit à quel point le fait que l'homme ne soit plus présent, tout ce qui était moderne finalement se laisse rattraper par la nature, parce qu'on voit qu'il y a des oiseaux qui vont maintenant faire leur nid à l'intérieur, on a des tas d'araignées, enfin voilà, on voit les toiles d'araignées, c'est poussiéreux et tout, il y a limite des plantes qui vont rentrer et tout, enfin voilà, on voit vraiment que la nature reprend ses droits, un petit peu la façon dont on voyait dans Je suis une légende. Donc un décor aussi prestigieux qui devient aussi poussiéreux et tout, avec en plus un tas de rôdeurs en dessous, moi j'ai vraiment adoré, je trouve que c'était un décor qui était superbe. Voilà, pour un premier épisode, j'étais vraiment conquise par ce décor. Bon, après, il va pas se passer énormément de choses vraiment de folie. Alors, il y a le passage avec Siddiq et les araignées, mais alors là, j'ai bondi de ma chaise. J'étais pas bien, clairement, là, le coup de l'araignée. En plus, elle est énorme. Alors, je sais pas, vu que c'est un musée d'histoire naturelle, il y avait peut-être une mygale ou je sais pas qui était enfermée, mais en tout cas, ça, c'est pas une araignée normale. Ça, c'est pas le truc que tu trouves chez toi, ça, c'est pas possible. J'ai bien aimé le passage avec la représentation des hommes préhistoriques, comme ça, puis après, on avait le rôdeur qui venait juste après, qui venait de se faire tuer. Ça montrait très clairement l'évolution de l'humanité jusqu'à sa déchéance, et la déchéance qui est représentée par les rôdeurs, l'arrivée des rôdeurs et donc l'apocalypse. J'ai trouvé ça très sympa, c'est un espèce aussi de clin d'œil aux fans en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai trouvé ça super subtil et intelligent, et j'étais étonnée parce que ce genre de choses, d'habitude, on le voit pas comme ça en fait. C'est quelque chose qui est mis devant le téléspectateur pour le faire tilter un peu, j'ai l'impression que c'est vraiment à destination directe du téléspectateur. Par contre, j'ai pas trouvé trop l'intérêt d'expliquer ça parce que techniquement, on avait compris, je veux dire, il faut pas non plus avoir bac plus 30 000 pour comprendre ce qui était expliqué par là, en fait, par cette évolution, par justement le rôdeur à la fin. On a très bien compris ce que ça voulait dire, donc je comprenais pas pourquoi on a expliqué derrière. Mais cette petite touche subtile, je me suis dit, on est passé à un niveau supérieur quand même. Il y a également le passage où Michonne s'arrête devant une affiche où il y a marqué une union consolidée, les conflits qui ont forgé la nation et tout ça. Et donc on voit guerre civile avec une grosse trace de sang, comme quoi ça amplifie encore plus ce truc, c'est une trace de sang toute fraîche et tout, mais qui est mise dessus, donc je trouvais ça assez intelligent. Donc les colonies, c'est vrai qu'on peut parler par exemple de Negan, ce genre de choses, les guerres civiles, ça peut très bien être le gouverneur, enfin voilà, ça représente un petit peu des saisons de The Walking Dead, et en gros pour montrer que tout ça c'est un peu derrière eux, et que maintenant l'avenir c'est plus ça, en fait on n'a plus besoin de coloniser des pays, on n'a plus besoin de faire des guerres civiles, parce que maintenant on n'est plus beaucoup, la seule chose qui est intéressante et qu'il faut faire c'est d'avancer. On apprend par la suite qu'Anne a été prof et qu'elle a emmené ses élèves à ce musée-là, donc du coup c'est par ce biais qu'elle a pu savoir qu'il y avait des semences, qu'il y avait des graines qui pouvaient être utilisées pour cultiver par la suite. D'ailleurs il n'y aura pas seulement que ça, il y aura aussi de quoi pouvoir labourer les terres, parce que justement au sanctuaire ils ont des soucis par rapport à ça, et c'est même Maggie qui va proposer cette alternative, c'est-à-dire de l'emmener afin qu'un forgeron fasse une copie, puisse en faire plusieurs exemplaires et d'en donner un au sanctuaire, donc elle y va de bon cœur à la base, ce qui va changer par la suite. Au niveau du passage de la charrue sur les plaques de verre et tout, bon, je m'attendais à ce que la charrue tombe et tout machin, enfin que ce soit un gros bazar, en final j'étais un petit peu déçue, je vous avoue. C'est vrai que c'était assez tendu et tout, et c'est vrai qu'on l'aurait vu venir si la charrue était tombée, au final c'est Ezekiel, mais Ezekiel, on sait très bien qu'il risque rien en fait, ils auraient mis un personnage qui risquait vraiment quelque chose, un personnage un peu plus secondaire, on aurait dit à la limite, mais là bon, Ezekiel on sait qu'il va pas mourir, alors c'est juste un prétexte pour qu'après Carol et lui se fassent un petit bisou et qu'on comprenne qu'ils sont ensemble, même si on s'en doutait déjà depuis très longtemps, mais ouais c'est dommage parce que je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus exploité, mais bon en tout cas le passage était assez intéressant, puis j'aimais bien voir tous les personnages aller fort tous en même temps, voilà, se serrer les coudes, ça montrait quand même pas mal de changements, finalement il n'y avait plus trop de tension entre les personnages. Comme on l'avait vu dans le trailer, un des ponts s'est effectivement effondré, et c'est là qu'on va apprendre que effectivement
effectivement, plusieurs routes ont été sécurisées par les différentes communautés et il y a même maintenant des routes commerciales. C'est dire si maintenant les communautés ont beaucoup évolué. Donc voilà, il y a des routes pour pouvoir aller d'un endroit à un autre, il y a des routes commerciales pour pouvoir échanger des produits, enfin des vivres, etc. Donc c'est beaucoup évolué. On retourne vraiment à un type de civilisation, pas vraiment comme avant l'apocalypse, mais bien avant. En tout cas, quelque chose de plus moderne. Le problème, c'est que sur la route du retour, on a la charrue qui va s'embourber, donc on a Ken qui va vouloir sauver le cheval. J'avoue que moi aussi, j'aurais sauvé le cheval et certainement je serais morte. Alors cette scène, c'était un brouillon total parce que la première fois que j'ai regardé, je n'ai rien compris. J'ai dit, mais il s'est fait mordre, mais ok, il pisse le sang, mais pourquoi il meurt en fait? Et puis il meurt très rapidement, je comprenais pas. Puis je voyais une marque sur son ventre, je me dis, mais c'est pas une morsure, qu'est-ce que c'est? Il s'est fait frapper. Et en fait, en revisionnant l'épisode, je me suis dit, en fait, le cheval lui a donné un coup de sabot. Mais j'avais pas compris du tout, parce qu'en fait, même en mettant ralenti, on voit juste un espèce de truc jaune ou marron, voilà, qui passe comme ça. Et en fait, c'est censé être le sabot du cheval, parce que même la blessure, je trouvais qu'elle ressemblait pas à un sabot de cheval. C'est bizarre, hein, peut-être que j'étais pas du tout dedans, je sais pas. Mais sur le moment, c'était tellement brouillon, en fait, comme ils ont pas pu faire un vrai sabot et tout qui le cogne, ils ont fait un truc super flou, en plus, voilà, une espèce d'effet ghost, où du coup, on voit rien du tout, on est censé comprendre la scène. Et du coup, ouais, ça m'a laissé un petit peu bouche bée. Donc, effectivement, l'ironie de la situation, c'est que Ken, qui a voulu sauver le cheval, va finalement se faire tuer, entre guillemets, par celui-ci, parce que bon, il y a la morsure. Et comme il disait, ils allaient couper le bras, hein, dans ces cas-là, c'est ce qu'on fait. Sauf que le problème, c'est que le coup de sabot du cheval a enfoncé donc sa cage thoracique et donc a fait une hémorragie interne, hein, c'est l'énorme bleu qu'on voit, voilà, c'est une hémorragie interne. Donc hémorragie interne, plus il perd son sang, voilà, dû à la morsure, plus de toute façon, morsure, bon, le mec il est mort. Par contre, l'acteur, il nous a fait une Cotillard sur 20 parce que là, ouais, c'était vraiment digne de Marion Cotillard, le mec fait... Voilà, c'est fini, merci. C'est une rapidité en plus et waouh. Cela va avoir des conséquences dramatiques. Alors nous on dit oui, c'est un petit pélo, bon c'est un personnage archi secondaire, tertiaire, etc. Voilà, et on s'en fiche. Non, sauf que ça va avoir des conséquences assez dramatiques qui va donner lieu à une escalade de problèmes. Donc effectivement, s'il avait des parents, ce Ken, ses parents ne sont nul autre que Earl et Tammy. Et Earl se trouve être le forgeron de la colline, donc c'est un personnage qui est assez intéressant et qui est assez important. Et justement, on va y venir pourquoi je trouve que c'est pas hyper cohérent, mais je suis sûre qu'on trouvera une solution. Donc Tammy en veut énormément à Maggie parce que tout ce qu'ils sont allés récupérer dans ce musée, c'était surtout pour le sanctuaire, voilà, les graines et tout ça, parce que la terre du sanctuaire n'arrive pas justement à faire pousser des plantes, comme le dit Daryl par la suite. Donc effectivement, les semences et tout, c'était pour le sanctuaire. Le fait de pouvoir donner quelque chose pour labourer la terre, c'était aussi pour le sanctuaire. Donc techniquement, Ken, qui était censé rester à la ferme, machin, à s'occuper des chevaux, etc., n'était pas censé partir en excursion. Et lors de cette excursion qui n'était même pas pour la colline, ce dernier est mort. Donc quelque part, on peut comprendre la colère de Tammy, mais bon, c'est une colère sur le moment. Je pense que n'importe quel parent serait en colère après quelqu'un qui avait la responsabilité de son enfant. Tammy va également blâmer son mari parce qu'elle dit mais tu réagis pas en fait, t'es pas un homme, tu fais rien. Et c'est vrai, sur le moment, Earl ne fait rien. Le problème étant que Earl va tellement cogiter, va tellement se sentir coupable et impuissant face à la détresse de sa femme, parce que de toute façon il était quand même triste, mais il l'a conservé vraiment en lui, sa rancœur, sa tristesse, il l'a conservé en lui. Mais c'est Grégory qui a fait un petit peu débloquer les choses. Grégory qui en plus avait mis en place un système démocratique, et ouais, même moi j'étais aussi étonnée que Michel, ah bon, genre qui le cru? C'est clair, ça n'a pas de sens. Qui avait donc organisé une élection à laquelle Maggie a été élue, donc bon, il l'a mauvaise, mais il fait croire que voilà, tout va bien. Le mec est totalement hypocrite, hein, il fait genre, oui, je vais au funérailles, et puis je dis des mots gentils, comme si le mec, je le connaissais, que c'était mon meilleur pote et tout, alors qu'au final, je suis sûre qu'il le voyait de loin, et il disait, bonjour Ken, salut, merci, ça va, et puis ça s'arrêtait. Au final, on se rend compte très vite que le mec, c'est un total hypocrite, qu'il a pas du tout changé d'un iota depuis cette époque, que c'est un manipulateur, donc il va essayer de gratter l'amitié un peu avec tout le monde, et se servir surtout de la colère qu'ont les gens envers Maggie, pour justement pouvoir reprendre sa place de leader. Sauf que pour reprendre sa place de leader, alors que maintenant qu'elle a été élue, et en plus il l'accuse d'avoir truqué les élections, et en fait il a un discours de lavage de cerveau. Donc la seule façon qu'il a trouvé, c'est de la tuer. Mais Earl est tellement en proie au chagrin qu'il va accepter parce qu'il faut qu'il se venge, il faut qu'il fasse quelque chose, ne serait-ce que pour que sa femme se sente mieux, à croire que justement ça va faire se sentir mieux. Donc il va y avoir ce stratagème entre ces deux personnages. Je comprends pas en fait qu'on ait utilisé Earl parce que Earl est quand même super important dans le comics, c'est quand même un forgeron et tout, donc ouais, c'est le seul qui a cette capacité-là. Alors effectivement, il va former des jeunes par la suite. C'est quand même quelqu'un qui a une capacité qui est quand même assez hors du commun. Donc le mettre en danger comme ça et qu'il puisse peut-être potentiellement disparaître de la série à cause de ce qu'il a fait, j'ai trouvé ça assez étonnant. Mais sûrement que Maggie va lui pardonner ou je sais pas, qu'elle va lui trouver des circonstances atténuantes. En attendant, il a quand même attaqué Maggie. Alors certes, il a pas fait comme Grégory en l'attaquant avec une arme. Alors heureusement pour elle, comme de par hasard, il y avait du monde dans le coin. Il y avait Enid, il y avait Alden et il y avait Cindy. Alors Cindy qui apparemment est arrivée à Oceanside, mais là totalement la série c'est devenu un mercenaire
mercato entre les communautés. Daryl qui va au sanctuaire, Eugène et Rosita qui vont à la Oceanside, Cindy qui vient à la colline, Daryl qui finalement va aller à la colline, enfin bon voilà, bientôt je suis plus rien, Carole qui va venir au sanctuaire. Je comprends plus grand chose en fait. Donc Grégory qui va devoir se retrouver confronté à ce qu'il a fait, à ce stratagème, donc Maggie elle est pas dupe, hein. Elle arrive direct pour lui faire comprendre qu'elle sait ce qu'il a fait, et donc Grégory voyant que Earl n'a pas pu achever le travail, va essayer de le faire lui-même, et là s'ensuit une bagarre, mais brouillonne, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé, et j'ai trouvé ça, alors je sais pas si c'était mal joué ou mal filmé, je sais pas, j'ai pas trop compris le délire, je sais pas, en fait c'était brouillon, en fait à un moment donné Maggie se retrouve avec le couteau, tu sais pas comment, alors que le mec potentiellement, même s'il est un peu plus vieux, il a quand même plus de force, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais finalement elle arrive à prendre le dessus sur lui, puis à un moment donné elle met comme ça devant la gorge, je fais bon d'accord. Donc finalement Grégory sera pendu, et là on retrouve vraiment la Maggie qui est dark, la Maggie sombre. Alors on nous avait pourtant dit dans les interviews de la saison dernière que Maggie finalement aurait tellement de remords par rapport à ce qu'elle avait fait à Savior et tout, que finalement elle redeviendrait quelqu'un d'homme normal. Au final à la fin on voit qu'elle en veut à Rick et Michonne pour Negan, donc on sent qu'elle prépare quelque chose, et puis là elle redevient encore plus dark avec justement le fait qu'elle ait tué Grégory, mais c'est quelque chose qui se passe également dans le comics, donc ça a du sens, mais dans ces cas-là ne faites pas des interviews où vous nous dites tout le contraire pour au final faire tout le contraire. Que ce soit Grégory, Tammy avec Earl, tous ces personnages font croire que Maggie est un tyran, et là ce qu'elle donne c'est un petit peu justement des raisons de se faire battre, c'est clairement donner le bâton pour se faire battre à tous les habitants qui vont se dire mais finalement on est déjà pas très content parce qu'elle met en danger certaines personnes. Tammy c'est certainement des choses que ce que les autres pensent tout bas, ou peut-être qu'elle, je sais pas, mais en tout cas d'après Grégory c'est ce qu'on a l'air de comprendre, c'est qu'il y a quelque part une insatisfaction de la part de certaines personnes à la colline, et là ce qu'elle a fait ça peut nourrir certaines haines et justement nourrir une peur qui peut engendrer la haine. Donc rien qu'à la colline il peut se passer beaucoup de choses, et en plus il y a toutes les tensions qui se trouvent autour. Donc on a Rick qui demande l'aide de Maggie parce que déjà Maggie la colline donne beaucoup de ressources au sanctuaire, le sanctuaire qui n'a comme seule ressource que l'éthanol et qui ne peut pas en fournir assez pour toutes les communautés, pour toutes les voitures de toutes les communautés. Donc très clairement ce que Maggie dit c'est bah oui mais nous on donne des ressources mais en retour on n'a rien en fait, donc au bout d'un moment même Daryl le dit et quelque part ça a un peu de sens. Qu'est-ce qui a changé entre l'époque Negan et qu'est-ce qui a changé maintenant, parce qu'à l'époque en fait ils devaient donner des ressources et en retour ils avaient rien du tout, et là il se passe la même chose sauf qu'en fait ils le donnent de bon gré, ils le donnent de bon cœur. Le problème c'est que Rick en demande encore plus parce que la situation sanctuaire comme le dit Daryl est assez critique, il n'y a rien qui pousse, donc ouais ils vont pas crever de faim, donc il faut encore plus de ressources. Et de l'autre côté on a Maggie en fait qui d'un côté ne veut pas parce qu'il y a quand même toute cette histoire avec Negan et tout, elle a quand même une sacrée rancœur, enfin, voilà, elle a quand même perdu son mari à cause de Negan et ils ont quand même fait des conflits pendant très longtemps, il y a des gens qui sont certainement encore réfractaires, on en parlera plus tard, et pour le coup on a aussi tous les habitants qui derrière se disent mais nous on travaille, nous on paye de notre sueur pour au final même pas pouvoir conserver ce qu'on a ou les échanger avec des communautés qui ont des choses à nous donner. En fait on donne tout gratuitement, donc au bout d'un moment ça va pas, et non seulement on donne tout gratuitement mais en plus il y a des gens qui meurent pour leur donner des choses gratuitement. Donc là le problème c'est que Maggie doit vraiment garder son poste de leader, clairement elle doit vraiment s'assumer en tant que telle et avoir de l'autorité sur ces personnes, mais si derrière elle leur donne pas des raisons vraiment de croire en elle et des raisons vraiment de la garder à ce poste là, que ce soit pas pire qu'avant ou que ce soit pareil qu'avant, bah le problème c'est que là elle va devoir aller à l'encontre de Rick, donc ça va faire forcément des tensions, et notamment le fait qu'elle pende Earl, ça va pas du tout plaire à Rick et à Michonne, et surtout à Michonne on le voit, elle a un regard totalement écœuré, en plus elle fait ça devant les gamins. Bon, on voit que Maggie à un moment donné se justifie un petit peu, et d'ailleurs comme le dit Grégory, tu fais ça la nuit, tout ça, c'est-à-dire que t'assumes pas, et très clairement même si Maggie garde la tête froide et tout, on voit très bien que c'est pas son truc quoi, qu'elle le fait vraiment à contre-cœur. Elle lui dit d'ailleurs voilà, je veux pas que ça se reproduise, c'est vraiment parce que là il le fallait, donc voilà, en gros je suis pas un tyran mais là il le fallait parce que pour la sécurité de tout le monde j'avais pas le choix. Et Maggie qui dit à Rick que maintenant c'est une personne à suivre, c'est pour faire comprendre à Rick que avant elle suivait tout ce qu'il disait et que maintenant ça va être l'inverse, c'est-à-dire que maintenant si elle décide quelque chose pour la colline c'est elle qui décide et ça n'est pas Rick, que maintenant elle est en capacité de décider et de prendre ses responsabilités alors qu'avant ce n'était pas tellement le cas. Une chose qui m'a marqué c'est que Maggie n'est pas retournée à Alexandria depuis que Negan y est incarcéré, c'est-à-dire alors déjà on n'a pas vu Negan de tout l'épisode, Negan qui devrait être présent dans le prochain épisode, on l'a vu dans le trailer, donc je pense que Rick va passer le voir avant de partir justement au pont puisqu'ils vont commencer à réparer ce fameux pont où il se passe pas mal de choses. Au sanctuaire, même si Rick veut vraiment améliorer la situation par rapport à tout ce qu'ils ont ramené du musée et tout, et spécialement pour le sanctuaire, il y a quand même des rebelles, des personnes qui sont assez récalcitrantes, d'ailleurs Eugène le fait remarquer, et il y a même écrit un message, sauvez-nous, nous sommes toujours Negan, voilà, c'est pour un appel en fait de rassemblement aux Saviors pour pouvoir se rebeller contre Rick et les autres. Les rebelles veulent tout simplement reprendre le pouvoir au sein du sanctuaire et à nouveau pouvoir faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire aller voler des victuailles aux uns et aux autres, en tout cas être autonome et sous la tutelle de personne. D'ailleurs il y en a certains qui s'en cachent même pas parce qu'on a Justin qui fait semblant de ne pas avoir de solution pour pouvoir effacer le message, donc peut-être que c'est lui qui l'a écrit, on sait pas. Il fait partie certainement
de ces rebelles, ça se voit bien, même le regard de Michonne est un peu suspicieux. Daryl est inquiet, il sent que la situation s'envenime parce que forcément, s'ils viennent à ne plus avoir assez de vivres, ça va être très très compliqué. En plus, il y a les rebelles et tout ça. Et c'est vrai que c'est encore un échange tendu entre Rick et Daryl. On se dit, bon, c'est vrai qu'il y avait encore ce truc avec Maggie et Jesus, voilà, cette espèce de trio et tout, dont on se souvient un petit peu. Mais très clairement, dans l'état d'esprit, Daryl est toujours un peu le même. D'ailleurs, lui, il ne veut pas être chef, ce qu'il veut, c'est retourner sur les routes et aller faire des excursions, ce genre de choses. Il veut un petit peu aussi retrouver la bande d'avant, ça c'est quelque chose qui le rend assez nostalgique. Et c'est un personnage qui, encore une fois, même s'il sait que les choses sont faites dans l'intérêt de tout le monde, ne veut pas encore se plier aux exigences des autres. Il ne veut pas suivre le mouvement. Et j'avoue que ça encore, ça me gonfle littéralement, parce que voilà, on avait déjà ça pendant saison 7, saison 8, et on continue sur cette lancée. Et il fera certainement partie des derniers personnages historiques de la série, donc va falloir lui donner une évolution qui soit un petit peu plus appréciable, parce que là, ça c'est plus possible, très clairement. Plutôt que d'aller à Alexandria, comme on s'y attend, il va donc aller à la colline, et c'est certainement là où va commencer le stratagème avec Maggie et Jesus, qui va certainement nous embêter très très fortement. Quant à Carol, on sent bien que la demande en mariage d'Ezekiel l'a profondément gênée, hein. On sent qu'elle est très très embarrassée par ça, et qu'elle n'est pas du tout chaude pour accepter. Je pense que c'est dû justement à ce qui s'est passé avec Ed, hein. Le fait qu'elle soit mariée avec Ed, ça l'a pas empêché de l'abattre et puis d'en faire ce qu'il voulait. Je pense qu'il y a un traumatisme qui est peut-être encore présent, et donc Carol, ça lui fait peur, un rapprochement qui est aussi rapide, même si effectivement il s'est passé quelques mois. Plus ils se rapprochent tous les deux, plus ça lui semble problématique, et donc lorsqu'elle entend Daryl qui veut partir du sanctuaire et qui a besoin de se faire remplacer, Carol va donc accourir et lui proposer de le remplacer au sanctuaire, donc pendant un temps qui va être temporaire, mais c'est une façon quand même de prendre ses distances avec Ezekiel. Ezekiel n'est pas bête, hein, il s'en rend bien compte que voilà, c'est peut-être quelque chose qui l'a perturbé et qui lui a fait peur, cette demande en mariage, donc il comprend quelque part ce choix. En tout cas, lui, comme il dit, il lèvera toujours, il sera toujours présent. Et pendant ce temps-là, on a quand même une certaine ambiguïté entre Daryl et Carol. Alors moi, je me suis dit, bon, de toute façon, vu qu'elle est avec Ezekiel, on va très clairement mettre fin à cette situation bizarre entre Carol et Daryl. Et au final, le discours qu'ils ont eu tous les deux, cette discussion qu'ils ont eu ensemble, bah ça me fait penser que ça se trouve, elle va faire peut-être des bêtises avec Daryl. C'est très bizarre. Carol lui parle d'Ezekiel, il dit qu'il est très content pour elle, mais que néanmoins, il aime pas trop ne plus la voir autant qu'avant. Donc quelque part, il lui accapare cette amie ou cette personne qu'il aime. Je sais pas trop comment ça se passe, parce qu'au final, ça n'a jamais été très très clair cette histoire. Le fait qu'elle décide de partir du royaume, et après quand Daryl lui dit est-ce que tu veux que je reste ou quoi, et voilà, elle se rapproche de lui et tout. Enfin, c'est très bizarre. Je sais pas si c'est fait exprès pour titiller un peu les téléspectateurs qui voulaient absolument que ces deux personnes-là se mettent en couple, ou si c'est vraiment une ambiguïté qui va avoir des conséquences par la suite. Je sais pas, mais en tout cas, c'est hyper louche. Quant à Michonne, elle est très inquiète des paroles de Daryl par rapport à le fait que la situation s'envenime au sanctuaire. Elle propose donc à Rick d'effectuer une charte entre toutes les communautés, mais ce que je comprends pas, c'est depuis le temps, vous avez pas eu le temps. Alors, il nous explique qu'effectivement, ils ont pas eu le temps parce qu'ils ont eu à se battre, etc. Mais depuis qu'il y a plus Negan, ça fait quand même un peu plus le temps de faire les choses. Donc, une charte, ça prenait quoi comme temps? Ça vous prenait une journée, une semaine, à la limite, pour aller voir toutes les communautés, faire signer quelque chose? Je sais pas, ou du moins en parler, ou mettre en place ne serait-ce que l'idée. Je comprends pas que c'est pas été fait avant, mais bon, maintenant, elle veut le mettre en place. Donc, il a absolument temps, il le faut maintenant, puisqu'en plus, les tensions commencent à arriver. Quant à Rick, pour améliorer la situation, il propose de réparer le pont, et c'est apparemment ce qu'on va voir déjà dans le prochain épisode. Donc, voilà, on va voir comment ça se passait. Apparemment, à partir de là, les tensions vont être encore plus importantes, donc ça risque d'être assez intéressant. On va passer maintenant à la partie comics. Nous avons donc déjà dans ce premier épisode un espèce de petit clin d'œil aux chuchoteurs, et ça vient des personnages de Marco et de Ken. Donc Ken meurt dans cet épisode effectivement, mais en fait ça n'est pas ce qui se passe dans le comics. Ken et Marco sont les deux premiers personnages à avoir connaissance de l'existence des chuchoteurs, puisque c'est eux qui entendent les morts chuchoter dans une situation un petit peu compliquée, puisqu'ils sont allés un petit peu plus loin que leur territoire d'habitude, et donc vont devoir se cacher de ces fameux chuchoteurs. Néanmoins, dans toute cette histoire, Ken va quand même y laisser la vie, et c'est Marco qui sera le premier à alerter tout le monde de l'existence de ces chuchoteurs. Quant à Tammy, elle n'est pas mariée à Earl dans le comics, mais elle est mariée à Morton, et Tammy va être l'une des victimes des chuchoteurs, sa tête va être sur l'un des pics. Le fait que Carol s'éloigne de plus en plus d'Ezekiel, ça peut nous faire penser qu'à Michonne dans les comics. Michonne qui va partir avec Siddiq, Pete et d'autres personnes pendant quelques jours, et qui à son retour va avoir connaissance de la mort d'Ezekiel, et qui va énormément regretter, parce qu'au final elle l'aimait beaucoup, et elle regrette justement d'avoir pris autant de distance, elle aurait préféré passer plus de temps avec lui. On peut donc se dire que dans la série il se passera la même chose, qu'Ezekiel va avoir aussi sa tête qui va se retrouver sur un pic, hein. Après un pic, ça va peut-être visuellement c'est assez ça va être assez effrayant dans la série, parce que dans le comics bon c'est un dessin donc ça peut passer, mais c'est vrai que dans la série ça, visuellement ça va être assez impressionnant, donc on va voir comment ça va se passer. Mais je pense que le glas va bientôt sonner pour Ezekiel, parce qu'en plus on nous montre énormément qu'Ezekiel tient à Carol, il n'arrête pas de lui dire des mots doux, etc. Voilà, on les voit beaucoup ensemble et tout, et Carol qui s'éloigne d'ailleurs, il lui dit mais lui et tout. Et justement ça fait beaucoup penser aux comics, donc je pense que Ezekiel, cette
saison 6, c'est fini. Daryl a complètement repris le rôle de Dwight, lui qui veut pas être chef, etc., qui est un peu récalcitrant, qui est un peu chiant sur les bords, voilà, c'est... Alors autant Dwight, sur le moment, c'était pas quelqu'un d'embêtant, parce que bon, effectivement, il voulait pas être chef, mais après il va à Alexandria, parce que même d'ailleurs, Rick fait un petit clin d'œil, il dit « Ah, tu veux venir à Alexandria ?» Moi j'ai pensé, c'est parce que Dwight vient à Alexandria, c'est un espèce de petit clin d'œil par rapport au lecteur du comics. Et le Daryl qu'on a maintenant, qui est chiant, c'est le Dwight qu'on a actuellement dans les comics depuis quelques issues, comme ça, qui est un peu chiant, qui, au final, est-ce que ça va être un traître, est-ce que ça va pas être un traître, il est jamais d'accord avec Rick et tout ça, et les situations sont très parallèles, voilà, ça se ressemble beaucoup, que ce soit dans le comics ou dans la série, que ce soit Dwight et Daryl. Je sais pas ce qui va devenir de Dwight, j'ai l'impression qu'on va pas le revoir avant un moment, parce que limite maintenant, vu que Daryl reprend tout le rôle de Dwight, il est même plus indispensable, parce que le rôle de Daryl en tant que chef de sanctuaire, c'est le rôle de Dwight et tout. J'espère qu'ils vont trouver quelque chose d'intéressant, peut-être va-t-il aller dans une autre série, parce que maintenant il y a un peu des rumeurs comme ça. Je sais pas, mais si demain il doit aller dans une autre série, il faut qu'il soit leader, il faut que voilà, ce soit un personnage important, mais voilà, c'est très bizarre cette situation. La mort de Gregory est la même dans les comics, c'est-à-dire que Maggie va pendre Gregory, sauf que Rick et Andrea ne sont pas présents pour assister à ça, parce que là on voit que Rick et Michonne le sont, mais dans le comics ce n'est pas le cas. D'ailleurs, elle va même cacher cet événement pendant très longtemps à Rick, il va pas du tout être au courant pendant très longtemps. Earl n'est pas du tout impliqué dans cette histoire. Gregory n'attaque pas avec un couteau, mais à la place va vouloir l'empoisonner, et c'est Jesus qui va sauver Maggie. En tout cas, un premier bon épisode, j'en tire comme conclusion que par rapport aux théories que j'avais, ça va pas du tout se passer comme j'avais prévu, par rapport à ce que j'avais pensé, mais c'est vrai que de toute façon le trailer est fait en sorte que ça nous attire vers de mauvaises pistes, et là, bon, même s'il y a des trucs qui sont corrects, parce que de toute façon je les connaissais déjà dans le comics, il y a des choses qui n'ont pas l'air de se passer comme je le pensais, et c'est super intéressant. En tout cas, c'était un bon épisode, une bonne mise en place, un bon départ de saison, et ouais, j'ai hâte de voir la suite, et je suis très optimiste pour la suite. Je pense qu'on est parti sur des bonnes bases et que ça va certainement continuer comme ça, du moins jusqu'à la mi-saison. Après, avec tous les bouleversements qu'il va y avoir, il faudra voir si on aura peur ou pas d'ici là, on verra bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vos théories pour les prochains, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!